Merci Louis Carvé de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de la Haute-Savoie, membre du groupe Union Centriste, vice-président du Sénat. On va bien sûr longuement revenir avec vous sur ce discours de politique générale de Gabriel Attal. D'abord, un mot général, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours? Est-ce que le cap et la méthode définis hier par le Premier ministre sont les bons pour vous? On va dire, alors que nous avons eu ici au Sénat une lecture par le numéro 2 du gouvernement Bruno Le Maire, que ce qu'on peut voir des images à l'Assemblée nationale, c'est quand même une certaine volonté, voire un volontarisme de Gabriel Attal de faire bouger un certain nombre de lignes. Mais le terme général, dans le terme discours de politique générale, est tout à fait approprié. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré énormément dans le détail, et y compris sur les questions agricoles, on est un peu encore sur notre faim, parce que on est dans une période tout à fait particulière. C'est le début du mandat ou de la mission de Gabriel Attal, et peut-être que nous en attendons davantage. Alors, ça va sans doute être sur les questions territoriales, être précisé cet après-midi au Sénat, mais globalement, on voit les intentions sans percevoir exactement justement la méthode avec laquelle il entend mettre en place ces fameux grands principes de débureaucratiser, de désmilitariser, on va en parler justement, le pays. Même si on peut le rejoindre dans ses intentions. Et d'ailleurs, le Sénat a porté ce type d'initiative depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on parle des normes dans les entreprises. Ça fait longtemps que sur l'effet économique du SMIC et le fait de repousser en permanence le montant du SMIC fait que de plus en plus de Français sont touchés par ce salaire minimum, et qu'effectivement, il y a une difficulté importante à combattre. Donc vous la validez, cette expression de désmicardiser la France? Mais je comprends tout à fait ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous augmentez le SMIC, vous rattrapez tous ceux qui sont juste au-dessus du SMIC. Et in fine, vous arrivez à avoir un nombre de Français très important qui est autour du SMIC. Et ça, c'est pas souhaitable pour un pays comme le nôtre, parce que on vit mal avec le SMIC. On survit avec le SMIC aujourd'hui en France. Donc et a fortiori dans un département comme le mien, qui est un département frontalier, il faut vraiment avoir en tête que on est en train de fabriquer des pauvres. Donc je pense que la prise de conscience sur cet élément-là est absolument fondamentale dans le moment que nous vivons en particulier. Alors, valoriser ceux qui travaillent, c'était le message de Gabriel Attal. Il s'est beaucoup adressé aux classes moyennes, à la France de l'entre-deux, c'est ce qu'il dit, là où Emmanuel Macron avait lui parlé de la France de l'angle mort. Mais je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. Nous avons, en particulier dans des ménages où les deux personnes travaillent, dans les familles monoparentales, aujourd'hui, vivre avec un salaire ou vivre avec deux salaires faibles, c'est difficile de boucler les fins de mois. On le voit dans le monde agricole, il l'est a fortiori puisque les revenus sont encore moins importants. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, quand on parle de salariés, quand on parle d'ouvriers, quand on parle de petits agriculteurs, quand on parle d'agents publics, il y a un vrai sujet. Donc la reconnaissance du travail, c'est quelque chose d'important. Je pense par exemple à l'exemple des instituteurs. Il va falloir quand même qu'on pose un certain nombre de questions, et je pense que ce qu'il veut faire est louable en soi. Après, donc augmenter encore la rémunération des enseignants, des professeurs, des instituteurs? En tout cas, faire en sorte que le travail, que ceux qui se lèvent le matin puissent vivre de leur travail, ça c'est quelque chose d'essentiel. Il veut donc valoriser ceux qui travaillent. Il veut aussi inciter ceux qui ne travaillent pas à retourner dans l'emploi. Il a notamment annoncé la généralisation des 15 heures d'activité pour les bénéficiaires du RSA. C'est une bonne chose pour vous? J'ai peur que ce soit une fausse bonne idée. Parce que pour avoir des personnes qui vont faire 15 heures d'activité, il faut avoir tout un encadrement. Et les bénéficiaires du RSA en France, ce sont souvent des gens qui sont dans des difficultés sociales importantes. Donc il ne faut pas être aussi définitif et bien se dire... Sur le principe, je suis assez d'accord. Je pense que c'est bien d'imaginer et d'encourager les bénéficiaires du RSA à retourner vers l'emploi. Maintenant, sur les modalités pratiques et de qui s'occupe de ça, il ne faut pas que ce soit les entreprises ou les administrations qui récupèrent le fardeau de cela. Donc il y a une question d'accompagnement et de suivi de ces 15 heures de manière concrète. Donc c'est là-dessus que moi j'attends de voir quelles sont les mesures qui sont apportées par le gouvernement, parce que, encore une fois, c'est vrai aussi pour les travaux d'intérêt général.
y compris pour les parents de délinquants, j'imagine qu'on va en parler. Mais enfin, là aussi, qui va s'occuper de ça? Faut rentrer dans le concret. Et c'est là peut-être que le discours de Gabriel Attal, qui est un discours d'1h20, a manqué d'application concrète. Mais après tout, c'est le travail aussi du Parlement de décliner ce genre de choses. Alors justement, sur le travail du Parlement, il a confirmé la réforme de l'aide médicale d'État. C'était une promesse qu'il avait faite à la majorité sénatoriale au moment du vote de la loi immigration. Sauf qu'il a dit que ça passerait par voie réglementaire. Et donc, il n'y aura pas de nouveau texte devant le Parlement. Est-ce que vous regrettez cette méthode? Pas du tout. Je trouve que c'est plutôt intelligent. D'abord, d'honorer la promesse du gouvernement faite à la majorité sénatoriale de ne pas abandonner la réforme de l'aide médicale d'État. Il y a des choses qui ne sont plus acceptables dans le fonctionnement de l'aide médicale d'État et ils doivent être revus. Et deuxièmement, il a raison de ne pas ouvrir un nouveau débat parlementaire sur ce sujet-là. La question a été suffisamment caricaturale, y compris au Sénat, mais aussi dans le débat public à l'Assemblée nationale, que c'est une compétence du gouvernement, c'est du réglementaire. Pour vos téléspectateurs de Public Sénat ce matin, c'est vraiment la compétence du gouvernement, c'est l'article 37 de la Constitution, ça n'est pas le domaine de la loi, c'est bien à eux, gouvernement, de faire ce genre de modifications. Et j'espère qu'ils seront courageux, parce que on a au Sénat fixé un certain nombre d'orientations. J'espère que ces orientations seront respectées, notamment sur la question du panier de soins, auquel les étrangers en situation irrégulière ont droit sur notre territoire. Il s'agit bien de les soigner, mais il ne s'agit pas non plus d'être excessif. Il faut retrouver de la raison en Sauf que la droite voulait profiter de cet éventuel débat sur la réforme de l'AME pour réintroduire les mesures de la majorité sénatoriale qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Pour vous, il faut les oublier, ces mesures? Non, je ne crois pas. Mon groupe parlementaire, qui est le groupe de l'Union centriste, va déposer une proposition de loi reprenant un certain nombre, pas toutes, mais un certain nombre de ces propositions. Il y a des choses qui allaient évidemment trop loin et qui étaient inefficaces. Vous savez, quand vous votez un texte de loi, vous votez l'ensemble. Hein. Alors, tout ne vous plaît pas. Nous, les centristes, on va déposer ce qui nous convient et on inscrira... Rapidement? Très rapidement, dans les jours qui viennent, et on inscrira sans doute dans l'une de nos niches parlementaires, ça, à un moment où on aura la possibilité de débattre de cela. Quelle mesure il faut oublier pour vous? Par exemple, la question des cautions sur les étudiants, franchement, enfin, faut être sérieux. Parfois, l'espèce de concours Lépine, en matière d'immigration, l'espèce de concours Lépine va à l'encontre même de ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire un pays ouvert sur le monde, qui accueille des étudiants étrangers. Voilà, vous me posez la question, je vous donne un exemple très concret. Je trouve que c'était pas intelligent de jeter l'opprobre sur les étudiants étrangers, dont nous avons besoin et qui font l'honneur de l'université française. Gabriel Attal a également consacré une partie de son discours aux questions de sécurité et de lutte contre le trafic de drogue. Il a réitéré la mesure annoncée par Emmanuel Macron, 10 opérations place nette par semaine. Il a fait une nouvelle annonce pour s'attaquer aux trafiquants de drogue. On l'écoute. Nous allons encore monter d'un cran dans notre combat contre la drogue en mettant en œuvre un nouveau plan de lutte contre les stupéfiants. Notre stratégie de harcèlement et de pilonnage contre les dealers porte ses fruits. Nous avons réussi à faire disparaître un quart des points de deal. Alors nous allons poursuivre avec 10 opérations place nette par semaine. Nous devons aussi taper les dealers au porte-monnaie et leur couper les vivres. C'est pourquoi nous allons désormais geler les avoirs des trafiquants de drogue qui sont identifiés. Gel des avoirs pour les trafiquants de drogue identifiés, c'est la nouvelle mesure. Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est opérationnel? Il faut par tous les moyens combattre le trafic de drogue dans notre pays. Alors le Premier ministre, il est de 89, moi je suis de 80. Et quand j'étais adolescent, je peux vous assurer qu'il y avait une vraie conscience de la drogue, des dégâts de la toxicomanie dans notre pays. Et aujourd'hui, on a vu se développer dans tout un tas de quartiers une économie grise, des quartiers entiers qui vivent de ces trafics et qui pourrissent la vie des habitants ou de ces quartiers ou des quartiers périphériques. Donc, je ne peux être que favorable à des mesures extrêmement sévères. Ça fait beaucoup de victimes dans notre pays, la drogue. Et ces trafics doivent être combattus avec énormément de volonté. Et donc tout ce qui pourra être fait, y compris les gels des avoirs, même si ce sera évidemment très compliqué, mais il faut le faire quand même. Il a dit, Gabriel Attal, que le gouvernement a réussi à faire disparaître un quart des points de deal. Vous saluez la politique du gouvernement sur cette lutte contre le trafic de drogue? Tout ce qui pourra être fait
doit avoir le soutien de la représentation nationale, et en particulier du Sénat. Personne ne doit manquer à l'appel de la lutte contre les trafics de drogue. Il s'était également exprimé sur la lutte contre la délinquance. On va réécouter un autre extrait de son discours. Gabriel Attal qui a voulu se montrer très ferme avec les délinquants et notamment avec les mineurs. On ne négocie pas avec la République, on l'accepte, on la respecte en entier, sans mais, sans la moindre exception. Nous devons disposer de sanctions adaptées pour les mineurs de moins de 16 ans. Pour eux, on ne peut pas aujourd'hui prononcer de peine de travaux d'intérêt général. Je vous annonce que nous créerons des travaux d'intérêt éducatif qui seront leur équivalent et seront donnés plus facilement que des peines d'intérêt général. Cela fera partie de la révision de l'échelle des sanctions dans nos établissements scolaires que j'évoquais il y a un instant. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Là aussi, message de fermeté de Gabriel Attal à l'encontre des délinquants. Là aussi, c'est le bon message qu'il a envoyé hier. Il fallait prononcer ces mots pour vous. Mettez-vous à la place des Français qui, dans un certain nombre d'endroits du pays, vivent la délinquance du quotidien et ce qu'on a appelé à tort d'ailleurs les incivilités, qui en fait sont des délits ou des contraventions importantes. Ça pourrit la vie des Français. Et la question de l'autorité dans la famille, à l'école, dans la société plus généralement, c'est une question qu'on ne peut pas traiter d'un revers de main en disant ça n'existe pas, etc. Puis il y a l'ordonnance de 45 pour protéger les mineurs. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Après, encore une fois, là, il a donné une mesure qui est la question de ces travaux d'intérêt éducatif. On a affaire à des mineurs de moins de 16 ans. Moi, je ne suis pas fermé à ce type de mesures. J'ai été rapporteur ici au Sénat de l'ensemble des textes sur les questions de sécurité de ces dernières années. Donc je ne suis pas fermé à ça. Encore une fois, ça va être une question aussi d'accompagnement. Parce que qui va s'occuper de faire ces travaux d'intérêt éducatif ? A fortiori, si en plus on condamne les parents à faire des travaux d'intérêt général, qui va s'occuper de cela ? Et vous savez, le Premier ministre, dans son discours, il a parlé des parents d'enfants délinquants, et tout de suite derrière, il a parlé des mères célibataires, en disant qu'elles ont beaucoup de difficultés. Donc, cette espèce de, en même temps, en essayant d'être ferme, mais en trouvant aussi des excuses, ou en trouvant des circonstances sociales, montre la très grande difficulté. On aura affaire à des publics qui ont des difficultés d'ordre social, et il faudra avoir des travailleurs sociaux qui ont les compétences pour faire ce travail d'accompagnement. Donc, tout ça se rattache aussi à une grande question qu'il faut qu'on repose, et je me réfère aux travaux de Jean-Louis Borloo sur la question de la politique de la ville. Parce que vous avez des mesures individuelles sur un mineur délinquant, sur sa famille, mais de manière plus générale, il y a la question aussi des quartiers dans lesquels ces familles vivent et où on doit avoir une politique structurelle. Alors, pour couper les jeunes de leur mauvaise fréquentation, c'est ce qu'a dit hier Gabriel Attal, quand un jeune est sur la mauvaise pente, c'est ce qu'il a dit, il propose de les placer dans un internat en aidant les familles sur le plan financier. Est-ce que c'est la bonne voie ? Moi, je crois beaucoup aux vertus de l'internat. Je le dis en tant que père de famille, ayant deux enfants qui sont par choix à l'internat. Je crois que c'est une des manières, on va dire à partir de la 6e, qui peut permettre à un certain nombre d'enfants, d'adolescents, de retrouver une structure mentale qui leur permet d'affronter leurs études et ensuite d'acquérir ce que parfois les familles ne leur ont pas transmis, c'est-à-dire un certain nombre de relations à la vie en société. Donc je trouve que ce sont des bonnes idées. L'internat, c'est pas la prison. L'internat, c'est pas c'est pas Merlus de Marcel Pagnol. C'est aussi des endroits de vie en collectivité, et où on apprend, ou parfois même on réapprend les règles de vie en société. Moi, je trouve que c'est une idée qui est tout à fait intéressante, y compris pour des familles qui ont des difficultés à faire face à des enfants qui seront plutôt des trublions, qui ont du mal avec l'autorité parentale et l'autorité qu'on doit avoir dans la vie en société. Gabriel Attal était évidemment attendu sur la question agricole. Quelle réponse apporter aux agriculteurs en colère ? Ça fait l'actualité dans votre département. On va y aller tout de suite. On va à Annecy, on retrouve Sébastien Germain. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'être avec nous, co-rédacteur en chef à 8 Mont-Blanc, c'est la télévision locale en Haute-Savoie. On fait le point avec vous d'abord sur les blocages dans votre région. Est-ce que le mouvement s'essouffle ? Alors on peut dire qu'il s'essouffle un petit peu,
puisque le péage, la barrière de péage, le blocage de la barrière de péage de Cluse a été levé ce mardi, mais levé par la FDSEA, mais celui qui est constitué au niveau de la barrière de péage d'Allongier-la-Caille, au nord de l'agglomération annécienne, est toujours en cours. Un maintien du blocage a été voté à main levée notamment. Sébastien, vous avez des questions pour Loïc Hervé ? Oui, Loïc Hervé, alors je le disais, les pays de Savoie n'ont pas échappé. Bonjour déjà. Les pays de Savoie n'ont pas échappé au mouvement de contestation et de mobilisation du monde agricole. Vous avez affiché, votre soutien aux agriculteurs avec le hashtag soutien aux agriculteurs. Dans quelle mesure vous comprenez cette guerre disant ? Dans quelle mesure je comprends ? Dans quelle mesure ? Sébastien, on a des petits problèmes de son. Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Parce que ça a coupé pour tout vous dire. Je disais, dans quelle mesure vous comprenez la colère du monde paysan, Loïc Hervé ? Vous savez, Sébastien, c'est un monde que je connais bien. En Haute-Savoie, les élus, et moi en particulier, on est très proche du monde agricole. Et c'est pour ça que dans la journée de lundi, j'ai voulu aller à leur rencontre sur les 2 blocages dont vous avez parlé, à Allongier-la-Caille et à Cluse. La réalité du monde agricole français est une réalité complexe, parce que d'un betteravier de la Meuse à un éleveur de canards dans le Gers ou à des producteurs de reblochon en Haute-Savoie, vous avez forcément des choses qui sont différentes. Mais ce que j'entends de ce qu'ils ont pu nous dire, les normes les étouffe. Le travail administratif d'un agriculteur est beaucoup trop important par rapport au chiffre d'affaires d'une telle entreprise agricole. 2, le travail ne rémunère plus assez. Et ça, c'est très inquiétant en soi de voir qu'en fait, alors qu'ils travaillent souvent 7 jours sur 7, 365 jours par an, la rémunération est pas assez importante. Et puis chez nous, en Haute-Savoie, on a 2 questions qui remontent, qui est la question de la prédation et la question du loup. La population lupine explose dans les Alpes françaises, et donc on a une préoccupation autour de la question du loup, et toujours cette question de la brucellose dans le massif des Aravis, qui est une maladie du bouquetin, potentiellement transmissible aux bovins, voire à l'être humain, et sur lequel on a toujours une difficulté à être certain qu'on a cette affaire de la brucellose derrière nous. Donc en fait, tout remonte, et j'ai pu aller voir donc les deux organisations que sont la fédération, la FDSEA et les jeunes agriculteurs d'une part, et puis la coordination rurale par ailleurs, et donc engager un dialogue entre eux et nous. Sur la première question qui est la question des normes, il y a un travail qui doit être engagé par les préfets. Et donc moi, je serais très vigilant à ce qu'en Haute-Savoie, on ait ce travail qui soit fait pour que les arrêtés préfectoraux soient les plus circonstanciés et les moins lourds en application pour nos amis paysans de la Haute-Savoie. Gabriel Attal était évidemment très attendu hier sur ses réponses à apporter aux agriculteurs. Finalement, on n'a pas eu beaucoup d'annonces, on n'a plus su le détail de mesures déjà annoncées. Est-ce qu'il vous a déçu sur ce point ? C'est une très grande surprise, parce qu'on s'attendait à avoir une part significative du discours de politique générale consacrée à l'agriculture. Ça a été évoqué, effleuré, et depuis vendredi, avec les annonces qui ont été faites dans le département de Haute-Garonne, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a assez peu d'évolution. Donc on attend encore des mesures plus concrètes. Elles sont annoncées par le gouvernement. Est-ce que ce sera aujourd'hui ? On verra bien, mais en tout cas, il y a nécessité de clarifier et de préciser les mesures sur quel point, notamment, vous qui avez rencontré les agriculteurs, sur quel point il est urgent d'agir et il faut de nouvelles mesures en plus des annonces de vendredi ? Moi, je pense qu'il faut des mesures qui soient des mesures en direction de la rémunération, et donc il faut que le travail paye. Donc au-delà des contrôles d'Egalim ? Mais bien sûr. Il faut s'assurer que l'application d'Egalim se traduit concrètement par l'amélioration du revenu des agriculteurs par rapport à leur production. Quand vous comparez le prix d'un litre de lait acheté dans l'exploitation et sa commercialisation, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc il faut qu'il y ait une amélioration significative des choses. Et puis, sur les questions notamment de l'eau, on ne peut pas se limiter à dire on va réduire les délais de recours, on va supprimer un niveau de juridiction en cas de recours. Il faut concrètement une politique claire sur l'eau et l'agriculture en France. Vous savez... Mais Marc Fesneau parle d'un fonds hydraulique. Est-ce que ça, c'est suffisant ? Non. Il faut une philosophie avant un fonds. Mais non, mais il faut une philosophie avant un fonds. Regardez, il y a 10 ans, sur la question nucléaire, on s'est dit on va arrêter le nucléaire en France. Aujourd'hui, on construit des centrales nucléaires. Donc il faut
faire un virage à 180 degrés, il faut changer notre relation à l'agriculture et comprendre que dans ce pays, qui est une grande nation agricole, on a parmi les meilleures productions du monde. On est reconnu dans le monde entier. On doit... Quand le Premier ministre dit « je place l'agriculture au-dessus de tout », moi, je comprends ce qu'il veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on doit remettre l'agriculture au bon niveau et au bon endroit. Et donc, avoir une foi dans le monde agricole, c'est leur donner une capacité de vivre de leur travail et d'avoir un certain nombre de politiques publiques qui se mettent en ligne là-dessus. Donc, la question de l'eau, elle est fondamentale. Nous devons, par exemple, en France, être capables de retenir davantage d'eau, notamment l'hiver, pour pouvoir l'utiliser l'été. Dans le nord de l'Europe, clair, ça veut dire qu'il faut faciliter la construction de bassines. Il faut faciliter la construction de retenues d'eau. Les bassines, ce sont ces énormes... qui ont fait l'objet de polémiques, de manifestations, etc. Mais en tout cas, il faut imaginer qu'on soit en capacité de garder de l'eau qui sera restituée au milieu naturel à une période différée. Dans le nord de l'Europe, en adaptation au changement climatique, ils ont construit 30 ou 40% de bassines de plus en 10 ans. Il faut qu'on ait un plan en France d'adaptation au changement climatique qui permet de stocker de l'eau quand il y en a, pour le restituer plus tard dans la saison. C'est quand même pas dramatique d'aller là-dessus. Je vois même pas pourquoi le monde environnemental pourrait être contre une évidence pareille. On voit que les agriculteurs continuent de converger vers Paris, continuent de bloquer dans d'autres endroits du pays. Ils ont raison, pour vous, de continuer ce mode d'action ? Écoutez, globalement, c'est une mobilisation qui se passe bien, qui a le soutien des Français. Les parlementaires, les représentants élus vont au contact des agriculteurs. Dans la mesure où les choses se passent dans la concorde et dans la paix, il n'y a évidemment aucune difficulté à ce qu'ils puissent continuer leur mouvement. La question maintenant, c'est de savoir à quel moment les réponses seront suffisamment à la hauteur pour qu'on ait une réponse qui leur soit apportée. Et attention au risque de contagion, parce que moi j'ai rencontré les taxis, j'ai rencontré le monde des travaux publics. Vous savez que la promotion immobilière va très mal dans notre pays. Et donc, on a aussi un risque d'avoir une extension de ce conflit à d'autres secteurs de l'économie qui ont aussi des choses à dire et qui sont légitimes à le faire. On remercie Sébastien Germain. Merci beaucoup. Merci Sébastien d'avoir été avec nous pour nous parler de cette situation agricole en Haute-Savoie. Merci et à très vite. Un mot sur une autre phrase de Gabriel Attal. Il a dit hier en fin de discours « Nous inscrirons l'IVG dans la Constitution ». Est-ce qu'après le vote de l'Assemblée nationale qui a été large hier, il peut compter sur celui du Sénat ? Je ne suis pas certain. En tout cas, dans la rédaction actuelle qui est prévue, qui a été votée à l'Assemblée nationale, il y aura un débat ici important. D'abord sur la question même de savoir si c'est opportun de mettre cette rédaction dans la Constitution. C'est opportun pour vous ? Moi, je voterai contre. Et je suis totalement solidaire de ce que le président Larcher a dit. Simone Veil elle-même était contre le fait de mettre une inscription constitutionnelle sur l'interruption volontaire de grossesse. Et d'ailleurs, si vous regardez les choses, inscrire l'IVG dans la Constitution, c'est donner le pouvoir au juge constitutionnel. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. En 1973, vous avez une décision qui fait du droit à l'IVG un droit fédéral, et vous avez 48 ans plus tard un retour en arrière. La question des modalités dans lesquelles on a accès à l'interruption volontaire de grossesse, ça doit rester la compétence du Parlement et pas la compétence des juges constitutionnels. Donc c'est une fausse bonne idée de penser qu'on va protéger l'IVG en la mettant dans la Constitution. Au contraire, je pense que ça peut se retourner contre les propres auteurs. Après, évidemment, si on veut en faire un message politique au monde et utiliser la Constitution pour ça, on se trompe. Alors je sais que c'est très compliqué d'intervenir sur un sujet comme celui-là, puisque quand vous dites que vous êtes contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, on va automatiquement dire que vous êtes contre l'IVG tout court, ce qui n'est pas le cas, mais il faut être précis et être... Et le Sénat a un rôle de protection du texte fondamental. On peut pas mettre tout et n'importe quoi dans la Constitution. Je ne dis pas que l'IVG c'est tout et n'importe quoi, mais quand on le fait, il faut être bien conscient des conséquences que ça peut avoir. Demain, est-ce qu'on connaît la composition du Conseil constitutionnel ? Est-ce que le Conseil constitutionnel sera plus conservateur, plus libéral qu'il ne l'est aujourd'hui ? Moi, je ne le sais pas.
Donc il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et se dire que les conséquences, on les aura dans 10 ans. Aujourd'hui, la question de l'IVG en France, c'est la question de l'accès. Il y a 17 départements dans lesquels il n'y a pas de centre IVG et pour lesquels, dans le monde rural, les femmes qui souhaitent avoir recours à une IVG ont besoin d'aller à des centaines de kilomètres de chez elles. Et ça, c'est pas l'inscription dans la Constitution qui va changer la moindre réalité de ce qu'elles vivent. Le mot décentralisation n'a pas été prononcé hier par Gabriel Attal. Il réserve ses annonces pour les territoires au Sénat cet après-midi. Qu'est-ce que vous attendez de son discours sur le sujet ? Le pays crève de sa centralisation. Le pays crève de réformes inabouties où, in fine, l'État est puissant là où est tatillon là où il n'a plus besoin de l'être, puisque ce sont des compétences qui sont transférées aux collectivités territoriales. Et il est impuissant et faible sur le régalien. Donc en fait, la réforme de la politique territoriale dans le pays, c'est en creux une réforme de l'État. Et moi, ce que j'attends du Premier ministre cet après-midi devant le Sénat, ça va être une déclaration d'amour. Hein. Les maires sont formidables, etc. Devant les sénateurs, il ne peut faire qu'un tabac en disant ça. Et tous les premiers ministres l'ont fait. Par contre, on attend, nous, une clarification et sur un certain nombre de dossiers importants. Que va-t-il décider sur l'eau et l'assainissement, par exemple ? Vous savez que les sénateurs sont très mobilisés sur cette question-là. Que va-t-il décider sur le ZAN, le zéro artificialisation nette ? Comment est-ce qu'on va avancer ? Et comment est-ce qu'on va être capable d'avoir un pays, enfin, dans lequel l'État garde ses compétences principales et fait confiance aux élus et leur donne les moyens d'agir pour qu'on puisse avoir un vrai jardin qui devrait être notre pays, c'est-à-dire dans lequel les territoires s'adaptent, innovent de manière intelligente et non pas soit dans une espèce de logique jacobine qui n'a plus lieu d'être. Un dernier mot, Loïc Hervé, on attend la suite de la composition du gouvernement Attal. Est-ce que pour vous, il faut qu'il y ait des UDI ? Est-ce que vous avez envie d'entrer dans ce gouvernement, vous ? Alors moi, je ne suis pas membre de l'UDI, je suis membre du Nouveau Centre, le parti d'Hervé Morin. Il faut qu'il y ait des centristes. Je ne me pose pas la question de ces termes-là. Mais si on vous le propose, c'est pas non. À moi ? Je ne me pose pas une question qui ne se pose pas aujourd'hui. J'ai absolument pas ni l'envie, ni du coup de téléphone pour entrer au gouvernement. Il n'y a pas de scoop pour les téléspectateurs au salaire. En tout cas, la volonté aujourd'hui d'élargir la majorité présidentielle est un leurre. Hein. À part Rachida Dati et Madame Vautrin, qui sont des personnalités des Républicains qui rentrent... Parce qu'il est horizon maintenant, Catherine Vautrin. Oui, mais qui rentrent au gouvernement sans faire rentrer des formations politiques et des parlementaires avec eux. Ce sont des débauchages individuels. Donc si c'était mon cas en termes de débauchage individuel, ce serait non. Voilà, le message est clair. Merci Loïc Hervé. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pour parler de ce discours de politique générale de Gabriel Attal.